Vous écoutez On lit pour vous. Arctique, les trésors des scientifiques du Grand Nord. Un texte de Aline Zimmermann-Maya Simoes paru le 1er juillet 26 dans Centre des sciences de Montréal. Pourquoi des scientifiques s'intéressent autant aux crottes? Oui, on parle bien de caca. Nous avons discuté avec Émilie Desjardins, étudiante au doctorat en biologie à l'Université du Québec à Rimouski et membre du Centre d'études nordiques. Émilie est une chercheuse passionnée qui passe une partie de son temps à pister ces petits trésors laissés par les animaux arctiques. Ce sont de vraies mines d'informations. Les excréments permettent aux scientifiques d'apprendre un tas de choses sur les animaux sans les déranger pour autant. La carte d'identité secrète des animaux. Comment savoir qui est passé par là, ce qu'il a mangé, ou même s'il est en bonne santé sans jamais le voir? La réponse est souvent au sol. Pour les scientifiques, les crottes sont comme des messages codés laissés par la faune. Émilie nous explique ce que ces petits cadeaux peuvent révéler. Le menu du jour. En analysant les déjections, on trouve des restes de plantes, des poils, parfois même de petits os. On découvre ce que l'animal a grignoté. C'est très utile pour comprendre qui mange quoi dans un écosystème. Le bulletin de santé. Des parasites, des virus, les crottes peuvent nous alerter sur l'état de santé des animaux, ce qui est essentiel pour surveiller les populations. Comportement. Une abondance d'excréments peut indiquer un lieu important, comme un site de reproduction, une frontière de territoire ou même l'endroit où un prédateur a dégusté son repas. Habitat et population. Trouver des cacas ici et là aide les scientifiques à estimer combien d'animaux vivent dans une zone et où ils préfèrent se promener. C'est crucial pour concevoir des stratégies de protection adaptées. Suivi des espèces menacées. Les crottes sont particulièrement utiles pour suivre les espèces rares ou menacées, surtout celles qui sont très difficiles à observer directement. Identification d'individus. Incroyable, mais vrai, l'ADN contenu dans un excrément permet de découvrir l'espèce exacte, le sexe et même parfois l'individu précis. C'est comme une carte d'identité génétique. Mais comment Émilie parvient-elle à trouver ces précieux indices? Son travail consiste principalement à étudier les habitats des caribous de Peary et des bœufs musqués à Alert, le lieu habité le plus au nord de la planète. Elle veut comprendre quel milieu ces animaux préfèrent pour mieux les protéger. Comme ces animaux sont rares et craintifs, il faut être rusé. Émilie a recours à des caméras automatiques. Elle fait des observations directes quand c'est possible. Et bien sûr, elle cherche des crottes. Je parcours des parcelles choisies au hasard dans différents types de milieux, en gardant un œil attentif au sol, dit-elle. Quand elle en trouve, hop, gants, petit sac en papier, et l'on note la date, le lieu exact avec un GPS et l'espèce. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que ça sent mauvais? Ça dépend, nous confie-t-elle en riant. Celles des herbivores sont généralement inodores, tandis que celles des carnivores peuvent être assez odorantes. Il m'est arrivé de tomber sur des crottes fraîches de loups arctiques et de renards arctiques, et là, l'odeur était vraiment forte, presque à en vomir. Mais elle ajoute, ça fait partie du travail, on s'y habitue. Une collection unique et une aventure inattendue. Une fois récoltés, les excréments sont séchés, mesurés, photographiés, étiquetés et soigneusement rangés dans une armoire dédiée à son laboratoire à l'Université du Québec à Rimouski. Une vraie collection scientifique. Émilie rêve même de créer un jour un guide d'identification des crottes d'animaux arctiques, car il varie beaucoup selon l'espèce, ce qu'elle mange, la saison et même l'âge de l'animal.
Pour faire découvrir ces trésors aux visiteurs de l'exposition Nanualuk au Centre des sciences, Émilie avait préparé une sélection des plus beaux cacas de sa collection: renard, caribou, bœuf musqué. Mais lors d'une conférence à Ottawa, catastrophe. Quelqu'un a volé la boîte laissée dans sa voiture. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en imaginant la surprise du voleur lorsqu'il a ouvert la boîte et découvert non pas un objet de valeur, mais des crottes, raconte-t-elle, amusée. Heureusement, elle a pu refaire une sélection et l'apporter elle-même au musée. Ouf! Plus que des crottes, un laboratoire d'exploration arctique. Ce travail sur les crottes fait partie d'un ensemble de recherches importantes menées dans son laboratoire. D'autres scientifiques étudient les déplacements des lièvres et renards avec des colliers GPS, observent les ours polaires, analysent la diversité des plantes arctiques et essaient même de modéliser tout le réseau alimentaire qui mange qui de l'Arctique. Tout cela pour mieux comprendre cet écosystème fragile et fascinant. Curieux et curieuses des crottes et de l'Arctique, visitez Nanualuk. Pour en apprendre plus sur les cacas des animaux arctiques et bien plus encore sur le Grand Nord, venez explorer la toute nouvelle exposition Jeux Nanualuk Expédition nordique. Lors de votre visite, une question vous brûlera peut-être les lèvres ou le nez. Les cacas d'animaux que l'on y voit sont-ils vrais? Eh bien, respirez tranquille, ce sont des moulages très réalistes, créés à partir des véritables spécimens récoltés par Émilie tout là-haut dans l'Arctique. C'était Caca Arctique, les trésors des scientifiques du Grand Nord. Un texte de Aline Zimmermann, Maya Simoes, paru le 1er juillet 26 dans Centre des sciences de Montréal. En Allemagne, le mariage blanc vulnérabilise les femmes migrantes, un texte de Cécile Cala, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. Pour une femme migrante, sans diplôme ni ressources, le mariage reste encore aujourd'hui une voie privilégiée pour entrer en Allemagne. Sauf que l'homme allemand, dont elle fait la connaissance dans son pays d'origine ou sur une application de rencontre, peut montrer un tout autre visage une fois qu'elle est arrivée à destination: exploitation domestique, prostitution forcée, violence répétée. Pour finir, le mari la jette à la rue bien avant le délai nécessaire des 3 ans pour obtenir un titre de séjour lorsqu'on vient d'un pays tiers. Ce genre d'histoire fait partie du quotidien de l'association Banjing, dont les bureaux se trouvent dans une rue calme au centre de Berlin. Connu depuis plusieurs décennies, le phénomène des mariages blancs ou mariages de migration est impossible à quantifier. Il n'est mesurable que lorsque les victimes sont identifiées par la police ou qu'elles demandent de l'aide à une association telle que Banjing. Créée en 1988 pour répondre aux besoins des Thaïlandaises et Philippines dans cette situation, Banjing aide près de 260 femmes par an. La question du mariage s'est posée à partir du moment où les migrantes n'avaient pas d'autres options pour venir en Allemagne. Depuis 1987, les ressortissantes et ressortissants de pays tiers ont besoin d'un visa pour venir ici, souligne Parisha Pai, l'une des travailleuses sociales de l'association, elle-même originaire de Thaïlande. Dès lors, l'union avec un Allemand est devenue incontournable pour obtenir un titre de séjour. Des bureaux proposant des catalogues de femmes ont fleuri en Allemagne de l'Ouest, notamment dans la région la plus peuplée du pays, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Les hommes appréciaient tout particulièrement les femmes originaires d'Asie,
réputée être plus douce et prête à prendre soin, explique la travailleuse sociale. 2 décennies plus tôt, le même procédé avait été utilisé lorsque près de 11 000 infirmières sud-coréennes étaient venues en Allemagne entre 1966 et 1977 à la suite d'un accord entre les 2 pays. Une vulnérabilité renforcée. Aujourd'hui, les agences n'ont plus pignon sur rue, mais opèrent par Internet. Quelquefois, les futurs maris appliquent aussi la méthode du lover boy, en faisant miroiter au départ à la candidate une relation amoureuse. Mais le plus souvent, les motivations économiques de ces mariages sont évidentes, poursuit Parisha Pai. Dans ce contexte, il arrive que les femmes n'hésitent pas à marier des hommes de plus de 30 ans leur aînés. Ce sont souvent les pires, ajoute-t-elle. Les sugar daddies n'existent pas. D'autant que les critères d'entrée se sont resserrés depuis 2007. Un test de langue niveau A1 est requis pour obtenir un visa après un mariage. Aux yeux de l'association, cela renforce la vulnérabilité structurelle de ces femmes. L'époux doit en effet financer le cours de langue et apporter la preuve que son revenu est suffisant pour couvrir les besoins de 2 personnes, ce qui peut se retourner comme une arme contre les femmes à leur arrivée en Allemagne. Les associations se sentent souvent impuissantes car elles disposent de peu de moyens. Il y a trop peu d'offres d'aide et presque pas en milieu rural, déplore Sophia Virching, directrice du KOK, le comité qui fédère les associations qui luttent contre la traite des êtres humains. C'est face à la multiplication des cas de femmes migrantes exploitées par leur mari que le bureau du KOK a été créé en 1999. Il existe 60 centres d'aide coordonnés par le KOK sur l'ensemble du territoire allemand, où les places sont rares dans les maisons des femmes. Les associations se heurtent aussi au fait que les victimes ne sont pas prêtes à témoigner. Souvent, ces personnes se sentent reconnaissantes et refusent de dire quelque chose contre leur employeur ou leur mari. Sauf que sans témoignage, il n'y a pas de procédure judiciaire, rappelle Sophia Virching. Par ailleurs, le travail de prévention reste complexe. Il y a eu par le passé des campagnes d'information qui ont été menées dans les ambassades des pays de départ, se souvient Parisha Pai. Mais si quelqu'un veut absolument partir, il est difficile de l'en dissuader. Lutter contre la traite des personnes. Toutefois, les femmes sont, d'après elles, mieux informées sur leurs droits qu'autrefois. Sophia Virching, du KOK, argumente dans le même sens. Les femmes ne sont pas naïves. Elles savent qu'elles ont besoin du mariage pour travailler, même en tant que travailleuses du sexe. En Allemagne, la prostitution est légale depuis 2002 et peut donc être perçue par les migrantes comme un travail. Les associations espèrent voir des améliorations grâce à la nouvelle directive européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains qui doit être transposée dans la législation nationale d'ici au 15 juillet prochain. La proposition de loi allemande avait été saluée par le KOK en 2024 car elle facilite la poursuite pénale des responsables en élargissant la définition des infractions pour couvrir toutes les formes d'exploitation, y compris celles liées à la migration, comme les mariages forcés ou les fausses promesses de mariage pour faire venir des personnes en Europe. La directrice du KOK n'est cependant pas très optimiste. Nous assistons à des réductions de budget massives dans le domaine des violences contre les femmes. Cela affaiblit le combat contre la traite des êtres humains. Or, ces violences battent des records.
si l'on en croit le dernier rapport de la police criminelle BKA, publié en 2025. Que ce soit les cas d'exploitation sexuelle ou par le travail, leur nombre est en augmentation constante. Parmi les pays tiers d'où viennent la majorité des victimes, la police cite la Chine, la Colombie, la Thaïlande et le Vietnam. Le Cauca met de son côté en avant d'autres pays dans ses statistiques. Selon les cas répertoriés par ces centres d'aide, la majorité des victimes viennent d'Afrique de l'Ouest, dont un grand nombre de jeunes femmes originaires du Nigeria. Cette différence s'explique en partie par le fait que l'organisation recense des personnes ayant contacté ces centres d'aide sans que celles-ci fassent nécessairement l'objet d'une enquête judiciaire. C'était, en Allemagne, le mariage blanc vulnérabilise les femmes migrantes, un texte de Cécile Cala, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. Le printemps, une période risquée pour les tortues. Un texte de Gelen Dagfus, paru le 22 mai 2026 dans Biodôme. Le printemps, une période risquée pour les tortues. Avec le retour des beaux jours, les bourgeons débourrent, les insectes émergent et de nombreux animaux sortent de leur repos hivernal ou reviennent de leurs aires d'hivernage. Pour de nombreuses espèces, cette période s'accompagne d'une activité accrue pour chercher de la nourriture, un partenaire sexuel ou simplement pour changer d'habitat. Malheureusement, ces déplacements essentiels pour la survie et la reproduction peuvent s'avérer périlleux. Les dangers de la route. Les tortues s'activent et se déplacent avec l'arrivée du printemps. Cela implique entre autres la traversée de milieux terrestres, de chemins et de routes qui les rendent particulièrement vulnérables aux collisions avec des véhicules. La mortalité routière menace de façon importante les populations des 7 espèces de tortues d'eau douce indigènes du Québec. Au sein d'une population, toutes les classes d'âge sont touchées. Cependant, ce sont les femelles adultes se rendant ou quittant les sites de ponte, ainsi que les nouveau-nés qui délaissent le nid, qui sont les plus affectés. La mortalité chez les tortues adultes, un très mauvais présage. Chez la plupart des espèces de tortues, le taux de mortalité est très élevé chez les plus jeunes, mais une fois à l'âge adulte, les individus restants vivent relativement longtemps. L'espérance de vie élevée des adultes permet aux populations de se maintenir. Ainsi, une mortalité accrue des adultes, si faible soit-elle, peut entraîner un déclin rapide des populations pouvant aller jusqu'à l'extinction de la population. Une telle situation a d'ailleurs déjà été documentée aux États-Unis en 1995. En effet, l'ouverture d'une réserve faunique aux activités récréatives a causé une réduction du nombre de femelles adultes et a mené à la disparition de 2 populations de tortues des bois en une dizaine d'années. Des conseils pour aider les tortues? Au printemps, lors de vos déplacements sur des routes en milieu non artificialisés, de grands espaces verts comme les forêts, les milieux humides, ainsi que les parcs, les boisés urbains et les territoires agricoles, roulez plus lentement et soyez attentifs. Si jamais vous observez une tortue, prenez une photo, notez votre emplacement et signalez votre observation sur carapace.ca. Les observations recueillies permettent d'en savoir plus sur nos amis à écailles afin de mieux les protéger. Si vous trouvez une tortue blessée, vous pouvez vous adresser au centre de réhabilitation Éconature. Au Québec, toutes les espèces de tortues indigènes sont protégées par la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Il est donc interdit de chasser, capturer, vendre ou garder en captivité des tortues indigènes. Si vous êtes témoin de cette situation,
vous pouvez communiquer avec SOS Braconnage. Enfin, les espèces exotiques gardées en captivité ne doivent pas être relâchées dans la nature. Et les tortues du biodôme? Depuis 2014, le biodôme et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec collaborent sur un programme de conservation de la tortue des bois. Celle-ci, bien qu'ayant un mode de vie étroitement lié aux cours d'eau, utilise de manière importante le milieu terrestre pendant sa période active et est donc particulièrement à risque de collision. Afin de les aider à passer à travers les premières années de leur vie, durant lesquelles le taux de survie est assez faible, le MFFP collecte des œufs pondus et les place en incubateur. Une fois les œufs éclos, les jeunes tortues sont transférées au biodôme et confiées aux bons soins de nos techniciens et techniciennes en soins animaliers. Après 1 an ou 2, celles-ci atteignent généralement une taille suffisante pour pouvoir être relâchées dans la nature. Elles sont alors équipées d'une micropuce qui permettra de les identifier ou d'un radioémetteur qui aidera à les localiser et ainsi évaluer le succès de ce coup de pouce. C'était Le printemps, une période risquée pour les tortues, un texte de Gelen Dagfus, paru le 22 mai 2026, dans Biodôme. Êtes-vous drone ou feu d'artifice? Un texte de Mario Girard paru le 18 juillet 2026 dans la presse. L'été que nous vivons marque un point de bascule pour les spectacles de drones. Ils ont pris beaucoup de place lors du 250e anniversaire des États-Unis. En France, où la canicule a forcé l'annulation de nombreux feux d'artifice, des municipalités songent à se tourner vers ces appareils pour éblouir le public. Ces pixels géants capables de virevolter dans le ciel seraient-ils en train d'éliminer les feux d'artifice, un art vieux d'une quinzaine de siècles? C'est la question que tout le monde se pose. Je croyais bêtement que ces deux approches étaient en compétition. Au contraire, les artificiers ont été les premiers à voir le potentiel des spectacles de drones et ils sont maintenant au cœur de ces nouvelles entreprises. Le meilleur exemple de ça est Fusion Drone Show, qui, grâce à un partenariat avec une équipe de Calgary, est l'une des entreprises canadiennes les plus en vue dans le domaine. Fondée à l'origine par Jean-Pierre Roy il y a 60 ans, cette entreprise s'est d'abord spécialisée dans la pyrotechnie. Puis, il y a environ 5 ans, Yannick, le fils, a décidé d'investir massivement avec d'autres partenaires dans l'achat de drones. L'entreprise en possède aujourd'hui 700 et de s'entourer de concepteurs et de programmeurs. Cette boîte a réalisé des spectacles de drones sur le Stampede de Calgary, le 350e anniversaire de Chicoutimi, le Grand Prix de Trois-Rivières, l'avènement Aéro-Gatineau-Ottawa, le festival Innu-Nikamu, la fête du Canada de Saint-Georges-de-Beauce et la fête nationale de Saint-Jérôme. Comment tout cela fonctionne-t-il? Les villes et les organismes qui souhaitent obtenir un spectacle de drone doivent d'abord obtenir l'aval de Transport Canada. C'est ainsi qu'on déterminera le lieu d'où s'envoleront les drones et l'emplacement réservé aux spectateurs. Si les drones montent à 400 pieds, le public doit être à au moins 400 pieds de l'envol, m'a expliqué Yannick Roy. Puis, un concept est établi en fonction de la thématique et des envies du client. C'est là qu'entre en jeu Serge Péloquin, directeur artistique de Fusion Drone Show. Mon rôle est de raconter une histoire, dit-il. Le nombre de drones détermine le nombre de pixels avec lesquels je vais travailler. Au fond, nous sommes des artisans du ciel. Après approbation du concept, un programmeur prend le relais. Le spectacle peut ensuite avoir lieu sans aucune intervention humaine. Serge Péloquin ne voit aucune compétition entre les spectacles de drones et les feux d'artifice, bien au contraire.
En fait, l'avenir réside dans le mariage de ces deux approches. Les feux d'artifice n'ont plus le monopole, c'est vrai, mais on s'en va assurément vers une cohabitation. Nos drones permettent même de laisser tomber des feux d'artifice sous forme de cascades. Il reste que le sujet divise l'opinion. Les feux d'artifice sont polluants et perturbent la faune, particulièrement les oiseaux. D'un autre côté, ils sont spectaculaires et font appel à nos émotions. Qui n'a pas poussé un cri d'exclamation devant un énorme pétard mauve? Les drones, eux, sont plus écologiques, à part la fabrication de centaines d'appareils. À moins d'être accompagnés de musique, ils sont silencieux. Ils ont l'avantage de pouvoir proposer des symboles et des images figuratives qui composent un récit. La pyrotechnie suscite une émotion physique, le drone procure une narration visuelle, souligne Serge Péloquin. Il faut savoir que les spectacles de drones coûtent plus cher que les feux d'artifice. La durée moyenne d'un spectacle étant de 12 à 15 minutes, à quoi ressemble un budget? Après hésitation, Yannick Roy lâche. Disons qu'à partir de 15 000 $ on peut avoir un spectacle. Après, ça dépend du nombre de drones, de la durée du spectacle et des demandes du client. Yannick Roy me disait que des gens riches ou des entreprises n'hésitent pas à offrir des spectacles privés pour souligner un événement, mariage, anniversaire, etc. À quoi pourrait ressembler le spectacle idéal sur la grande toile du ciel? À des feux d'artifice intégrés à la présence de drones et de lasers, matérialisés grâce à la fumée des feux, et peut-être des projections sur une surface éloignée, un peu comme le fait Michel Lemieux grâce à Cité Mémoire. Autre signe que les drones ont le vent dans les voiles, l'entreprise Drone Art Show présentera en septembre dans le Vieux-Port de Montréal un gigantesque spectacle inspiré de Harry Potter. Préparez-vous car on verra de plus en plus de ces productions à grand déploiement. 1200 drones présentés en tournée partout dans le monde. Au fond, drones, feux d'artifice, lasers. Ce qui compte, c'est notre émerveillement, surtout en ce moment. Alors, amenez-en du rêve. C'était « Êtes-vous drone ou feu d'artifice ?» un texte de Mario Girard paru le 18 juillet 2026 dans la presse.